Une planche forme un paysage. Le premier plan occupe pratiquement la totalité du dessin. Dessus, presque une vingtaine d'arbres nous font face. Ils sont cernés de noir, une ligne sûre, simple, mais précise les détours. Résume leur silhouette, de leurs racines à leur cime. C'est comme une coupe. Ça nous permet de voir l'invisible, le sol dans son épaisseur et la vie qui s'y déploie, les animaux perchés et cachés à l'intérieur d'un houppier. Les arbres sont représentés en entier, presque côte à côte, presque sur une même ligne. Cet alignement renforce le sentiment de pluralité, car ils sont tous différents dans leur forme, leurs racines, leurs troncs, leurs branches, leur feuillage, dans leur taille. Certains très grands atteignent le rebord de la planche, d'autres sont beaucoup plus bas. Dans leur couleur aussi, car il y a de la couleur à poser simplement au crayon, réservée au feuillage, elle déploie une large gamme dans la palette de vert. Autour des arbres, quelques animaux, à leurs pieds, sous leurs pieds, sur leurs troncs, sur leurs branches. Au centre et au loin, un plan lointain contextualise une forêt dense à perte de vue, survolée par des oiseaux et arrosée d'une pluie épaisse, suggérée. La pluie n'est jamais loin. La pluie n'est jamais loin. Suggérée par quelques traits obliques. C'est la planche numéro 30 du livre La beauté du vivant de Francis Allais, publié chez Actes Sud. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche et dans la production du savoir. Et aujourd'hui, j'ai le très grand honneur de recevoir Francis Allais. Francis Allais, bonjour. Bonjour. Francis Allais, vous êtes un éminent botaniste, spécialiste de l'écologie des forêts tropicales et de l'architecture de leurs arbres. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages que je ne pourrais pas énumérer de manière exhaustive ici, mais notamment de ce dernier ouvrage publié cette année, en 2024, chez Actes Sud, La beauté du vivant. Et vous avez fondé en 2019, avec d'autres scientifiques, artistes et citoyens, l'association Francis Allais pour la forêt primaire, une association qui œuvre pour la préservation, la reconnaissance et la renaissance des forêts primaires, notamment à travers un projet de renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Et vous êtes aussi un grand dessinateur. Le dessin est omniprésent dans votre travail et c'est notamment le cas dans votre dernier ouvrage, La beauté du vivant, un livre magnifique qui comprend 31 planches dessinées absolument sublimes. Donc j'aimerais parler du dessin avec vous aujourd'hui et je vais commencer par une première question. D'après votre collègue et ami Patrick Blanc, qui a notamment préfacé votre livre « 50 ans d'exploration et d'études botaniques en forêt tropicale », vous êtes un amoureux du dessin. Et ça saute aux yeux quand on ouvre votre dernier ouvrage notamment, mais ceux d'avant aussi. Le dessin est majeur. D'où vous vient cet amour du dessin ? Le terme de Patrick Blanc, amoureux, ça ne me convient pas vis-à-vis du dessin. Je voudrais dire que dans ces forêts, je vois une quantité incroyable de choses magnifiques que mes contemporains ignorent. Et donc, il faut que j'arrive à rapporter quelque chose. J'ai le choix entre la photo et le dessin. J'ai fait les deux. Je privilégie le dessin parce que la photo, elle a un gros défaut. C'est des forêts très compliquées. Il y a des arbres partout. Il y en a un qui m'intéresse, mais pas les autres. Donc, par le dessin, je peux l'individualiser, cet arbre. Mais la photo, elle ne peut pas. Je fais clic comme ça, et puis, je sais ce qui va se passer. 15 jours après, je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Où est-ce que j'étais ? Pourquoi j'ai pris cette photo ? Je vois beaucoup de gens qui n'admirent pas sur le terrain. Ils préfèrent admirer la photo. Moi, ça ne me convient pas. Le dessin, c'est pas ça, Je m'occupe d'arbres, donc c'est très grand, très compliqué, en 3 dimensions. Ben, il me faut un grand arbre, il me faut une demi-journée pour le dessiner. Mais là, on arrive à faire connaissance, et si j'ai des questions, ça tombe bien, les réponses, elles sont sous mes yeux. Non, la photo, bon, elle a ses qualités aussi, mais à mon avis, la photo a fait beaucoup de mal au dessin. On dessinait plus avant. Vous avez un dessin qui est magnifique, que j'ai essayé de décrire dans mon introduction. Donc, il y a une ligne claire, presque continue, qui relève parfois presque du dessin de contour.
Il y a une force, en fait, je trouve, dans votre style, parce qu'il y a à la fois la synthèse, vous arrivez à résumer en une ligne la complexité, hein, la complexité du vivant, qui est faite de matière et non de traits. En fait, il n'y a pas de contour dans le monde. Il n'y a pas de contour. Ça me gêne aussi d'en rajouter alors que ce n'est pas dans le réel. Et en même temps, la réduction de cette complexité, elle sacrifie rien à la précision de la description. Oui, mais je suis obligé de sacrifier. Je ne vais pas dessiner toutes les feuilles d'un arbre. Ça serait très moche, d'ailleurs. Et alors, d'où vous vient votre dessin ? Comment il s'est construit ? Sur quoi reposent vos choix graphiques ? C'est toute une existence. Quand j'avais 4 ans, je dessinais déjà. Hein. Oui, je crois que le dessin, c'est aussi une affaire de famille pour vous. C'est une affaire de famille, oui. Mon grand-père était artiste peintre. Ça, c'est du côté maternel, mais du côté paternel, je vois des allées dans les musées, par exemple. D'ailleurs, je trouve ça horrible. Mais par contre, votre grand-père maternel, il y a une de ses gravures dans votre livre. Oui. Ah non, mais lui, ce qu'il faisait, j'admirais beaucoup. Mais ça, c'est pas ancien. Hein. Je l'ai connu, mon grand-père. C'est pas ancien. Hein. Les allées que je trouve dans les musées, c'est le XVIIe siècle. Et c'est des scènes religieuses. Enfin, bon. Plus éloigné de vos sujets. Et je me demandais si votre dessin venait aussi de votre discipline d'origine, de la botanique, qui m'est assez étrangère. Quelle place a le dessin dans la formation à la botanique ? Mais écoutez, j'ai rien inventé. Les botanistes dessinent. Au Muséum de Paris, par exemple, il y a une grosse équipe de botanistes. Alors, il y a ceux qui ne veulent pas dessiner et ceux qui ne peuvent pas dessiner. La plupart dessinent, hein, mais il y en a qui... Bon. Mais ceux-là, ils ont des dessinateurs professionnels à leur disposition. Et vous, de votre côté, le dessin, il précède la botanique ? Il s'est construit dans la botanique ? J'ai dessiné bien avant d'être botaniste. D'ailleurs, au début, je m'intéressais aux animaux, et puis les animaux, je ne les prends plus au sérieux maintenant. Et en tant que scientifique, là, un scientifique qui s'attache à essayer de comprendre l'écologie des forêts, quelle est la fonction du dessin dans votre projet de connaissance ? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, vous dites que vous préférez le dessin à la photo, parce que le dessin vous amène à prendre le temps. Et puis c'est une réflexion, ça passe par mon cerveau tout de même avant d'être sur le papier. On peut se tromper en dessinant. Vous pouvez développer ? Dessiner une structure qu'on n'a pas complètement comprise, on peut faire un dessin, mais il ne sera pas bon. Il ne sera pas représentatif du problème que vous avez étudié. Et oui, vous avez dit d'ailleurs, si on veut comprendre un arbre, il faut en passer par là, il faut en passer par le dessin. Mais je maintiens, je ne vois pas comment on pourrait faire ça en photo. Oui. D'ailleurs, c'est un travail très intéressant et très agréable. Et est-ce que vous avez le souvenir d'avoir découvert ou compris justement quelque chose d'important grâce au dessin ? Mais bien entendu. Bien entendu. Si vous regardez mes dessins de forêt, il y a des très grands arbres dans la canopée. Bon, ceux-là, ils sont tellement vieux, ils ont tellement vécu que c'est plus la peine de les étudier. Par contre, dans le sous-bois, des choses comme ça, ou 2 mètres de haut, ça, c'est les mêmes, mais jeunes. Alors là, c'est magnifique. Et leur architecture, je la comprends en la dessinant. Mais là, par contre, on peut utiliser la photo, à condition de mettre derrière un drap blanc, ou enfin quelque chose, un fond blanc, pour isoler ce petit arbre du reste. Les chercheurs dessinateurs que j'ai rencontrés ou que j'ai lus, ils expliquent tous que le dessin est un outil pour le regard, que dessiner leur permet de voir vraiment et que finalement... Ça oblige à regarder. Oui, ça oblige à regarder. Et que finalement, ce qui est plus important, souvent, c'est pas tant le dessin comme résultat que l'acte de dessiner, ce que dessiner nous permet d'être au monde. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça ? Parfois, on comprend et on n'arrive pas à restituer sur le papier la compréhension totale. C'est deux mécanismes différents. Là, on parle du dessin d'observation, mais dans votre travail, le dessin, il n'intervient pas seulement au moment du terrain, parce que vous êtes un homme de terrain, vous avez passé énormément de temps en forêt. C'est là que je dessine. C'est là que vous dessinez. Mais il y a aussi... Attendez, c'est des croquis.
C'est des Parce croquis? que comme il pleut très très souvent, la mise au point du dessin, je la fais chez moi. C'est-à-dire que vous faites des croquis sur place et après vous faites un redessin Ouais. Non, non, le même, mais mis au point. Il faut prendre des dimensions et des notations de couleurs. Je ne peux pas commencer à mettre la couleur en place dans la forêt, ça, c'est pas possible. Et est-ce que vous dessinez d'après photo aussi, des fois? Non, je n'ai pas fait ça. Dans votre travail, on voit aussi d'autres types de dessins où le dessin a aussi servi à formaliser de l'analyse. Je pense notamment à vos 22 modèles architecturaux recensés chez les Arbres. Là, à quoi a servi le dessin dans ce travail de modélisation? Attendez, comment est-ce qu'on pourrait faire ce tableau des modèles architecturaux en photo? C'est absolument impossible. Donc ça vous a servi vraiment à écrire ces modèles? C'est une description formelle de ces choses que j'observe. Non, je vois pas. Alors la photo pour les paysages, souvent c'est pas mal. D'ailleurs, j'en ai des quantités des photos. Mais pour l'étude d'un être vivant, animal ou végétal, je crois que le dessin est supérieur et sera toujours supérieur. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe? Où est-ce que vous dessinez en forêt? Comment vous vous installez? Je crois que des fois, vous êtes allé même dessiner tout en haut d'un arbre. Ah ben oui, ça c'est magnifique, là, oui. Ben, c'est de l'improvisation, parce qu'il n'y a pas de situation où c'est pareil. On peut s'asseoir sur un tronc tombé, mais il n'est jamais à la bonne place. J'emmène un petit tabouret pliant, ça me rend grand service. Parce que je ne peux pas dessiner debout, c'est trop long, hein. Il faut une bonne heure, parfois 2 heures. Donc il faut trouver un endroit pour s'asseoir. Voilà. 7 € chez... Chez Decathlon, j'imagine. Chez Decathlon, voilà. Quand on voit vos dessins, autant le soin que vous y mettez que la quantité que vous en avez produite, on sent un plaisir évident. Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être caractériser ce plaisir, dire comment il se matérialise pour vous? Et j'imagine que c'est aussi très important. Oui, ce plaisir, il est là, il est réel, c'est vrai. C'est un de mes vrais plaisirs dans l'existence, de m'asseoir devant une plante que je connais mal et d'en sortir un dessin, oui. Décrire ce plaisir, là, j'aurais du mal, mais je ne suis pas habitué à faire de l'introspection. Mais la réalité est là, oui. Vous avez écrit dans Plaidoyer pour un arbre, au sujet du format livre, vous dites « Comment ce plat dispositif pourrait-il donner accès aux arbres dont la redoutable complexité structurale se déploie dans les 3 dimensions de l'espace et le long de cette 4e dimension, qui est le temps ?» Je me suis dit en vous lisant que cette remarque, elle était aussi valable pour le dessin. C'est une difficulté immense quand même de donner accès aux arbres par le dessin. Non, c'est pas difficile. Il y a une solution. Alors dites-moi. Je le dessine tout petit, un peu plus grand, moyen, et puis jusqu'à ce qu'il soit grand. Les modèles architecturaux, on les a fait comme ça. Parce que l'arbre, quand il a 1 mètre de haut, ou quand il a 30 mètres de haut, ils ne sont pas pareils. C'est le même arbre. Donc on arrive à tourner cette difficulté. Le facteur temps, on le résout par le dessin. C'est le même arbre que vous dessinez au fil des années, ou vous prenez des sujets différents? Oui, des sujets différents, mais d'âge différents, mais la même espèce. Donc là, vous avez parlé du facteur temps. Et puis après, en matière d'arbres, il y a une autre difficulté, il me semble, c'est la question de l'échelle. Donc vous dites, un arbre, c'est d'une complexité incroyable. Est-ce qu'on dessine les feuilles, le feuillage, les sujets ou la forêt? C'est pas possible. Est-ce que cette question de l'échelle du dessin, ça a été une question pour vous, un problème? Oui, tout à fait, parce que un des acquis de l'architecture, c'est que les grands arbres sont des colonies, pas des individus, mais des colonies. Et donc, il faut repérer les éléments de cette colonie. C'est répétitif, hein, c'est comme du corail. Voilà, ça fonctionne comme du corail. C'est pour ça qu'être en haut, dans la colonie, en train de pousser, ça, c'était une situation parfaite. Moi, j'ai aucun problème pour monter aux arbres, mais par contre, descendre, c'est trop dommage. Bon, en ce moment, je suis obligé de me calmer un peu.
Et j'ai découvert dans votre travail un mode de représentation dessinée de la forêt que j'ai jamais vu ailleurs. Alors c'est peut-être une ignorance de ma part, mais ou peut-être pas. C'est le profil forestier. Ah oui, ça c'est très intéressant. Ouais. Est-ce que c'est un mode de représentation qui est courant en botanique ou en écologie? Plutôt en écologie, parce que les botanistes, ils font pas ça. C'est pas une espèce, c'est 40 espèces côte à côte. Mais par contre, en écologie végétale, oui, on voit des profils. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit et essayer de le décrire pour les auditeurs et les auditrices qui ne l'ont pas forcément sous les yeux, mais qui iront voir après votre description? Tous voient ce que c'est qu'une forêt. C'est des arbres côte à côte. Est-ce qu'ils ont fini de pousser? Est-ce qu'ils sont en train de grandir? On ne le sait pas. Donc on fait un profil, 100 mètres de long sur 20 mètres de profondeur, parce que si on prend plus que 20 mètres, ça devient tout noir, il y a trop de choses. On s'est mis d'accord pour 100 mètres sur 20 mètres. Bon, là-dedans, on dessine chaque arbre, indépendamment, sur des feuilles différentes. Mais on les mesure, la hauteur des branches les plus basses, et puis s'il y a un accident quelconque, on prend la hauteur aussi. Une fois que c'est fait sur les 100 mètres, on reconstruit tout ça. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on fait aussi la projection des cimes sur le sol. C'est très simple, hein. Ça marche très très bien. Et ça prend combien de temps? Mais c'est pas long du tout. Ça, c'est pas du tout compliqué et c'est très précis. On fait faire la même projection au sol par 2 groupes différents. C'est pareil. Ça marche très bien. Et ça vous permet de voir quoi? Ça de montrer quoi? Non, c'est juste la base sur laquelle on va dessiner ensuite chacun des arbres qu'on a dessinés au préalable. Mais je sais où les mettre et je sais leur largeur puisque j'ai pris la projection de la cime sur le sol. Donc ils sont cadrés. Et voilà, ça fait un profil. Alors, à l'instant T, on ne peut pas dire que c'est un intérêt énorme. Seulement, si on fait ce même profil dans 5 ans ou dans 10 ans, là, ça devient très intéressant. Et dans notre projet de forêt primaire, une des premières choses qu'on va faire, c'est des profils, mais qui sont destinés à être recommencés régulièrement. Pour voir l'évolution. Oui. Il y a des arbres qui vont disparaître. Mais ça, je le verrai sur le profil aussi. Voilà. Vous abordez dans ce livre, La beauté du vivant, la question de la subjectivité. Et vous expliquez que la question de la beauté, elle a été évacuée des sciences naturelles parce qu'on lui a notamment reproché de s'ancrer dans une approche subjective du monde. Oui, c'est exact. Oui. Est-ce que vous pensez que la subjectivité, elle est nécessairement l'ennemi de la science? Peut-être pas l'ennemi de la science, non, j'irai pas jusque-là. Mais l'ennemi du dessin, oui. Ah bon? Si vous êtes devant une structure. Si 2 personnes la voient différemment, ça va faire des dessins différents. Mais je ne crois pas que ça soit comme ça que ça se passe. Moi, je pense que la beauté du vivant, elle est objective. Vous imaginez quelqu'un, vous lui montrez une orchidée en fleurs, il va dire « Oh non, c'est moche ». Non, ça, je ne crois pas. Je voudrais revenir sur cette question du dessin et de la subjectivité, parce que pour moi, cette question de la subjectivité, elle a à voir avec celle du dessin, parce que il me semble que dessiner, c'est toujours regarder, et donc regarder depuis un point de vue, et un point de vue qui est toujours situé, limité, vous l'avez dit. Mais est-ce que ça implique que ça soit subjectif? Je ne crois pas. Non, mais vous avez raison, c'est un problème. Depuis plusieurs années, je travaille là-dessus, je dis à un copain, je travaille sur la beauté, il me dit, mais la beauté, mais c'est subjectif. Parce qu'en fait, mais vous l'avez senti, il confond la beauté du vivant avec la beauté faite par l'être humain, l'art. Alors l'art, c'est subjectif. Là, c'est complètement subjectif, dans tous les domaines de l'art. Que ce soit la peinture, la sculpture, la musique, le parfum, ce que vous voulez, il y en a à qui ça va plaire et un autre à qui ça va déplaire. Et ils ont raison tous les deux. Donc ça, c'est profondément subjectif. Mais je ne crois pas du tout que ça soit la même démarche vis-à-vis d'un spectacle naturel, un coucher de soleil par exemple, ou devant un spectacle vivant. Non, on va être tous d'accord. Ça peut être très moche, hein, mais on sera tous d'accord pour dire que c'est moche.
Et vous utilisez le dessin pour essayer de rendre compte de cette beauté objective du vivant. Je rends compte aussi de la laideur, hein, parce aussi, que oui. j'ai trouvé des milliers d'animaux laids. Par contre, les plantes laides, j'ai mis très longtemps, j'ai questionné des quantités de collègues. On me disait non, il y en a qui sont discrètes, qui n'attirent pas l'attention, mais on ne peut pas dire qu'elles sont laides. J'ai fini par en trouver, mais c'est très difficile. Elles ressemblent à des champignons, par exemple. C'est bizarre. Et est-ce que le dessin, enfin là encore, vous avez préféré le dessin à la photo pour parler de la beauté et de l'objectivité de la beauté du vivant. Oui. Comment vous y êtes pris pour arriver à rendre compte de cette beauté par le dessin? Enfin, il me faut un modèle. Ouais. Si possible, un modèle vivant. Dans la plupart des cas, c'est ça que j'ai pris. Bon, je peux pas. Ça peut être des collections de papillons, là, voilà. Mais c'est le papillon. Il est mort, il est tué, mais il est resté aussi beau. Non, je vois pas ce que la photo m'apporterait réellement. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Francis Allais. Merci pour vos magnifiques dessins, merci pour votre livre et pour votre voix. Si jamais les auditeurs et les auditrices cherchent des idées pour Noël, il ne faut pas hésiter. La beauté du vivant de Francis Allais chez Actes Sud. L'éditeur, il y avait pensé avant vous. Hein. J'imagine. Merci beaucoup. Je vous en prie.